Lacan, nous et le réel, 66e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va. Alors ce que nous avons vu au cours de cette année, à partir bien sûr du graphe de Lacan, je vous rappelle quand même que le graphe, qui s'appelle plus tard graphe du désir, mais c'est pas ainsi que le nomme Lacan, puisqu'il l'appelle mon graphe, c'est juste une métamorphose du cours de linguistique générale de Saussure et de la manière dont Saussure articule les deux plans du langage que sont le signifiant et le signifié. Et bien sûr, cette distinction des deux plans du langage, d'ailleurs pour qu'il y ait langage, il faut qu'il y ait ces deux plans. C'est-à-dire le plan de l'expression sensible, on peut dire, qui touche au réel. Par exemple, le signifiant pour Saussure, c'est la matérialité sensible du signe, et le signifié, c'est la signification que ça a dans une culture donnée. Et comme vous le savez, Lacan inverse l'ordre de précession induit par Saussure pour donner le primat au signifiant, puisque la psychanalyse se caractérise d'être quelque chose qui donne le primat au signifiant. Enfin, quelque chose, c'est pas tout à fait précis, mais justement, dans cette imprécision-là de la chose, il y a du réel à partir duquel un accès est ouvert par le signifiant. Donc il y a un côté qui est du côté du réel et qui ouvre vers la signification. Mais la psychanalyse se situe du côté du réel. Donc le graphe, à son origine, il retrace par sa forme même le rapport complexe temporel, puisqu'on peut dire que le temps est une des manifestations du réel. La temporalité elle-même. Et la temporalité du signifiant en psychanalyse, c'est sa performativité rétroactive. C'est pour ça qu'il y a une boucle avec un mouvement rétrograde qui correspond au discours courant, la réalité telle qu'elle nous apparaît, et puis il y a la chaîne des signifiants qui va dans un sens progrédient et qui la coupe. On a une première, disons, représentation de ce graphe qui est très évocative ou évocatrice de ce qui nous caractérise en tant que par-l'être, c'est-à-dire en gros ce qui nous différencie radicalement d'une machine. Et c'est justement ce rapport à la temporalité et la manière dont l'être humain, que Lacan, je vous rappelle, écrit au pluriel LES, plus loin, être humain, se différencie effectivement de la machine par le rapport qu'ils ont entre l'imaginaire, le symbolique et le réel. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais vous savez, les pincettes qu'il faut prendre pour employer ce terme d'intelligence, puisque l'intelligence, étymologiquement, c'est cette propension de pouvoir lire entre les lignes, c'est-à-dire redonner son primat au signifiant. Et donc, chose dont une machine est absolument incapable. Donc je vais reprendre ce graphe originel et je vais essayer de le commenter à partir de là.
Donc, vous avez donc le début de la courbe qui a un sens rétrograde, c'est-à-dire notre culture qui va de droite à gauche, qui commence par la pulsion, le besoin, la tendance. Et puis, vous avez ce qui vient la couper, c'est-à-dire la chaîne signifiante, qui passe par le point S de A, et puis A. Et ça s'appelle la chaîne signifiante. On peut dire que c'est le graphe dans sa version la plus élémentaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur un plan très concret et très pragmatique, hein, puisque pragmatique, c'est le mot, puisque la psychanalyse est une praxis. Ce qui veut dire que le pragma, qui est une des qualifications de la chose en grec, c'est qu'il y a dans cet échange de regards primordial entre la mère et l'enfant et la mère, quelque chose qui échappe. Donc, je vous rappelle que dans cette petite phénoménologie-là, c'est de là que nous sommes partis, et c'est là où aujourd'hui nous allons essayer de faire un pas de plus grâce à deux choses. D'une part, la remise en ordre des trois structures de langage incorporé que sont psychose, perversion et névrose, dans cet ordre-là. Et ensuite, donc, ce qui caractérise la névrose, c'est-à-dire Zwangneurosis, qui est une manière plus précise, plus évocatrice aussi, de parler de la névrose obsessionnelle. Parce que comme nous l'avons vu dans les séances précédentes, l'hystérie n'est pas une névrose. L'hystérie, c'est la résolution de la névrose obsessionnelle. Donc l'hystérie devient un discours. Donc comment essayer de comprendre ça de manière dynamique par rapport à une mise en perspective entre la position de l'obsessionnel et la position de l'hystérique. Ça, nous sommes obligés de passer, bien sûr, par ce qui conditionne la possibilité même du graphe pour Lacan, c'est-à-dire la demande. La demande, c'est ce qui va permettre au sujet de se mettre en relation avec le grand autre, mais en rendant indissociable le petit autre et le grand autre, puisqu'il faut qu'il y ait la possibilité d'incarnation d'une parole pour que la demande puisse s'exprimer. Hein, c'est là où il y a une différence, disons, majeure entre les animaux et les hommes. Les animaux peuvent être issus eux-mêmes d'un manifeste de la parole. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Lacan où il parle de sa chienne et il dit « ma chienne a la parole ». Elle a la parole, ça veut dire qu'elle est signifiée par le signifiant. Mais elle n'est pas pour autant porteur de la parole comme nous sommes censés l'être, puisque c'est ce qui nous définit et nous caractérise en tant qu'être humain, en tant qu'être humain. Et justement, c'est l'enjeu massif, hein, puisqu'aujourd'hui, vous voyez, nous assistons à un effondrement radical de la parole avec l'effondrement de la logique, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tienne. On inclut dans les études de médecine cette espèce de fumisterie qui s'appelle gender theory ou théorie du genre, alors que les hommes et les femmes, déjà hormonalement, sont radicalement différents. Et surtout, dans cette division sexuelle entre les hommes et les femmes, il y a un mystère, justement, qui nous convoque en tant que sujet
dans la perspective d'avoir été nous-mêmes issus de ce mystère-là. Et donc qui nous préserve d'un accès possible aux signifiances qui n'a pas lieu quand il y a cette, aplatissement des différences, négation des différences et, au final, suppression du réel et suppression du sujet, bien sûr, puisque le sujet va naître de cet échange-là, donc cette petite phénoménologie, où pour l'enfant qui regarde la mer, en fait, il y a la question de sa place, qui passe par une question qui est signifiée par Lacan, par l'expression italienne « che vuoi ?» Qu'est-ce que tu me veux? Et donc, l'enfant se regarde dans le miroir qui est constitué par les yeux de sa propre mère, et il s'y cherche lui-même. Comme il voit qu'il n'y est pas, il va essayer de s'identifier à ce que vise la mère. C'est là, bien sûr, qu'apparaît, nous l'avons déjà vu, cette notion de phallus, c'est-à-dire quelque chose qui est là, qui conditionne la parole, et qui pourtant n'est pas là, exactement comme le manifeste du langage plus tard, c'est-à-dire parler, c'est faire advenir par la parole, qui n'est pas là non plus, et qu'il s'agit de laisser advenir en soi quelque chose encore qui n'est pas là. Et donc il suffit que j'évoque la fleur absente de tout bouquet pour qu'elle apparaisse. Donc nous avons cette absence-présence qui signifie un lieu vide. Alors je reviens là-dessus parce que c'est important, parce que c'est là où va se faire la différence entre, disons, la névrose obsessionnelle, mais que je préfère appeler, donc, en traduisant plus directement l'allemand, Zwangneurosis, névrose de contrainte, puisque le névrosé est comme sous l'emprise de certaines contraintes. Et donc on est encore dans la névrose. Alors que, justement, si sur le divan, il s'agit d'hystériser l'analysant, c'est que l'hystérie elle-même, qui peut se présenter sous des formes pathologiques, mais l'hystérie en tant que telle, comme nous l'avons vu, c'est la possibilité d'émergence du sujet, de la gangue subjective dans laquelle il est pris depuis le début. Et donc la différence va se faire là entre le fait de pouvoir s'identifier à une place vide qui, en tant que telle, et c'est ça le paradoxe, est la place du nom du Père. Ça souligne l'importance de cette place vide. Et ça démontre aussi bien que c'est la seule façon de dire quelque chose avec l'aide du langage. Et cette remarque que le vide, c'est la seule façon d'attraper quelque chose avec le langage, c'est justement ce qui nous permet de pénétrer dans sa nature, au langage. Et s'il y a cette place vide qui est saisie, captée par l'enfant dans le regard de la mère, alors le système se referme. Peut-être on va y revenir, mais j'en ai déjà traité, donc sur le passage de, on y revient rapidement, la psychose, la perversion et la névrose. Donc la psychose, c'est un stade originel qui perdure. Parce qu'après on dit oui mais les structures on peut pas les avoir ensemble, etc. Mais parce que c'est juste pas sur le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau où cela perdure. Parce que la psychose donc est marquée par la Verwerfung, qui veut dire la forclusion. La forclusion, ça veut dire que
il n'y a pas d'inscription symbolique. Donc, pour le psychotique qui va souffrir d'entendre des voix, de symptômes, disons, inquiétants parce qu'il y a une surprésence du réel, c'est que l'articulation entre le réel, l'être et le monde du sujet, c'est-à-dire le jeu, hein. Je vous rappelle que la phrase originelle qui définit toute la psychanalyse, hein, c'est « Wo es war, soll ich werden ». Ce qui veut dire que on a d'un côté le « es war », ça a été, c'est du côté de l'être. Là, cette table est, donc, ça me fait penser à la fameuse anecdote où on amène un jour Hegel au Mont Blanc et puis on lui dit alors, que pensez-vous de ça, de la montagne? Et il dit, das ist, ça est. C'est très drôle. Donc effectivement, ça est. Et wo es war, ça veut dire que ça a été. C'était là, mais es war, c'est du passé. Soll ich werden, dois-je advenir en tant que sujet. Donc, il y a un ordre de précession du réel vers l'accomplissement du sujet. Et dans la psychose, donc, comme il manque un signifiant, qui est justement le nom du père, c'est-à-dire cette place vide dans la structure, le sujet ne peut pas s'identifier à ce vide-là. Parce que dans l'échange entre la mère et l'enfant, ce à quoi l'enfant va s'identifier, c'est le vide, puisqu'il cherche à être le désir de la mère, mais ne parvenant pas à être le désir de la mère, parce que le phallus circule tout le temps, il va essayer d'épouser la place même du phallus, qui est une place mobile, et donc là, il rentre de plein pied dans le mouvement de la chaîne des signifiants. Et là, d'une certaine manière, il sort de la psychose, du deuxième... Donc la psychose, je vous rappelle, se résume par « je ne peux pas savoir ». Alors bien sûr, c'est ne pas pouvoir savoir. Je ne peux pas. Mais qu'on soit psychotique, pervers ou névrosé, qui sont les trois structures de langage incorporé, donc on ne peut pas éviter ça. On se situe dans l'une ou dans l'autre, de toute façon. Mais qu'on soit dans l'une ou dans l'autre, de toute façon, il y a quelque chose qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne pourra jamais savoir. Donc c'est ça le pas tout, hein, bien sûr. Parce que le savoir absolu de Hegel, c'est pas du tout savoir. Au contraire, c'est l'assumation d'un ne pas tout savoir pour se résoudre, un peu comme l'impossible en psychanalyse avec le réel, c'est-à-dire statuer sur l'impossible permet de pouvoir se concentrer sur le possible. Donc ne pas compenser imaginairement ce qui est impossible et perdre son temps et sa vie et son destin à spéculer imaginairement sur ce qui restera absolument impossible. Donc je ne peux pas savoir, c'est de l'ordre de l'impossible. C'est pour ça que les psychotiques, eux, sont en phase directe avec le réel. Et donc nous avons eu l'an dernier tout un cours avec nos amis canadiens sur le croire. Et donc l'articulation entre le croire et le savoir, il y a une dimension que je n'avais pas encore développée parce que d'une certaine manière les choses prennent leur place dans le temps. C'est que à un moment, je leur ai dit, si la psychose, notamment la psychose paranoïaque, se définit de Versagen des Glaubens, comme dit Freud, ne pas pouvoir y croire. À quoi le psychotique ne peut-il pas croire? Il ne croit pas à cet autre-là qu'on voit sur le graphe, c'est-à-dire le grand autre, que la mère, elle est un petit autre, c'est-à-dire elle est l'image spéculaire de l'enfant.
Elle est un être humain, c'est une semblable à lui d'une certaine manière, mais elle est le représentant de l'autre avec un quanta, c'est-à-dire il y a toujours un au-delà du fait qu'elle parle et qu'elle semble savoir parler, puisque la manière de moduler les sons structure l'enfant en tant que tel, et il se reconnaît dans les défilés de la parole. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez voir sur Internet où, vous savez, avec un enfant, il n'y a pas besoin de les toucher, les enfants. Hein. Vous les touchez avec les mots. C'est-à-dire, vous vous adressez à un bébé, il vient de naître, vous lui parlez en vous adressant directement à lui, vous le touchez beaucoup mieux, de manière beaucoup plus humaine, compréhensive, affective, spirituelle, en lui parlant directement. Il se reconnaît dans la parole parce qu'il se reconnaît en tant que porteur de la parole. Donc, nous sommes dans cette dimension-là où le psychotique, lui, il y a quelque chose qui est barré parce que il y a un premier plan qui se vit, mais ensuite, dans la chaîne signifiante, c'est-à-dire ce qui se passe entre lui et sa mère, il manque un signifiant, qui est le nom du père. Le nom du père, paradoxalement, il apparaît sous la forme d'un vide, puisque pour la psychanalyse, le père, il n'y a de père que le père mort. Hein. C'est la différence entre, disons, le père symbolique et le géniteur. C'est pas la même chose. Il s'agit d'apprendre, et ça c'est tout le travail de la cure, à ce qu'il en est de la fonction paternelle en tant qu'elle est une métaphore de la position maternelle. Donc la mère contient la possibilité de cette métaphore, c'est-à-dire qu'il y a un au-delà d'elle, mais cet au-delà reste sur le plan du langage. Entre les deux, entre le psychotique qui ne peut pas savoir et le névrosé qui ne veut pas savoir, il y a le pervers. La structure perverse, hein, parce qu'évidemment, il ne faut pas confondre la perversion en tant que structure et puis la perversité ou les traits pervers ou les traits de perversion qui caractérisent les relations, parce que on n'est pas dans le même registre là. Là, on parle de structure. Il est normal d'être psychotique, il est normal d'être pervers, il est normal d'être névrosé. Parce que ce sont trois réponses que le sujet va pouvoir donner à l'impossibilité pour lui de se situer correctement dans la structure qui lui est proposée. C'est-à-dire selon là où il arrive, dans quel type de discours son sujet est déjà pris. Donc on voit que la détermination, elle n'est pas génétique au sens où ça se passe dans l'ADN ou je ne sais quoi. Elle est généalogique. Ce qui se transmet de génération en génération, c'est quelque chose de l'ordre de la parole et surtout les manques de la parole, c'est-à-dire les trous dans la chaîne signifiante, les places vides, les secrets de famille qui n'ont pas été dits, etc. C'est ça qui se transmet. Donc nous avons une approche qui est très concrète, puisque c'est très pragmatique. Pragmatique, ça veut dire la chose. Hein, et le sujet a quelque chose d'une chose, justement. C'est-à-dire que même s'il se prend dans le symbolique, que l'accès du sujet est donné par le symbolique, c'est-à-dire par la parole, il y a toujours un versant du sujet qui reste du côté du réel. Et le sujet en tant que tel, le sujet de la psychanalyse, le sujet du signifiant, il se déplace tout le temps. Il est marqué par ce que Lacan appelle la phanisis, c'est-à-dire la disparition. Il aura été, il est de l'ordre du futur antérieur. Exactement comme on vient de le voir avec cette première manifestation du graphe de Lacan, vous voyez que la chaîne commence ici, donc il y a un effet de rencontre de A. Mais le message, lui, il est perçu par le sujet après coup. Donc la performativité rétroactive du signifiant, c'est que nous ne pouvons pas savoir quels sont les effets de la parole, sur nous comme sur les autres. On ne fait que recevoir le message après coup. Donc nous sommes entrés dans une boucle temporelle. Donc, cet après-coup, le fameux nartrag freudien, qu'on retrouve là, dans l'entrecroisement du signifiant et du signifié, transformé par Lacan dans ce qu'il appelle son graphe, qui deviendra le graphe du désir. Le désir, en fait, il n'est pas dissible.
personne ne peut dire quel est son désir, mais il se reconnaît après coup. C'est-à-dire, ce qui m'est arrivé, ou ce qui m'arrive, jusqu'à ce qui m'arrive, je l'aurais désiré au futur antérieur. Parce que il y a le croisement de ces deux courbes qui fait que la performativité du signifiant est une performativité rétroactive, parce que le sens ne vient qu'après coup. Le message n'arrive qu'après coup. Et le message ne vient que quand le besoin de l'enfant aura été satisfait. Mais bien sûr que c'est quand il n'est pas satisfait que l'enfant est frustré qu'il va pouvoir se déployer et déployer son langage. Donc on peut dire que le temps du désir, justement, qui est impossible à dire et indestructible, c'est les derniers mots de la Traumdeutung, le temps du désir, si le temps de l'inconscient, c'est l'infinitif, le temps du désir, c'est le futur antérieur. Et comme par hasard, c'est aussi le temps de la liberté. Si vous dites là, je suis libre, vous allez voir que c'est pas vrai. Vous êtes dominé par un tas de contraintes, pour revenir sur ce terme de Zwang et de la névrose de contrainte. Il y a des tas de choses qui font que vous êtes libre, mais où? Pas dans le réel. Oui, subjectivement. C'est-à-dire sur le plan du sujet, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire évoluer votre parole et le rapport de votre sujet au langage. Vous êtes libre sur le plan du désir. Sur le plan du désir, vous pouvez apprendre à désirer, et la liberté et le désir se conjuguent tous les deux au futur antérieur. J'aurais été libre parce que j'aurais appris à désirer. Voilà le travail de la psychanalyse. Le futur antérieur, c'est précisément ce que ne pourra jamais apprendre l'intelligence artificielle. Parce que le futur antérieur, s'il est correctement compris, c'est ce qui permet d'articuler la différence qu'il y a, l'écart entre le sujet d'un énoncé et le sujet de l'énonciation. Cette boucle temporelle renvoie à l'écart qu'il y a entre un temps cyclique qui fait que, n'en déplaise aux progressistes, enfin aujourd'hui c'est pas très difficile de mesurer l'impasse et plutôt la gabegie, enfin toute la connerie progressiste. Le progrès, c'est pas le progressisme. Donc du fait que depuis Cro-Magnon, depuis Néandertal ou l'Homo sapiens, nous tournons toujours autour du même trou du réel. Donc il ne faut pas confondre les progrès technologiques. Les progrès technologiques concernent les machines, mais tant que ça n'a pas une fonction de faire avancer la possibilité symbolique de l'homme, c'est-à-dire ses possibilités subjectives, c'est pas une progression. C'est pas un progrès. Il n'y a de progrès que dans l'ordre symbolique pour l'être humain. Parce que justement, nous sommes radicalement attachés prioritairement à l'ordre du signifiant. Donc je reviens sur ce passage du psychotique au névrotique en passant par le pervers. Donc on a vu que c'est la Verwerfung qui caractérise la psychose, c'est-à-dire ce qui est forclos du symbolique, c'est-à-dire ça ne s'inscrit pas, ça ne peut pas s'écrire, ça ne peut pas s'inscrire. Ça revient dans le réel, donc sous forme d'hallucinations qui vont commander au sujet, qui entend des voix. Et quand je dis tout à l'heure le Canada entre le croire et le savoir, c'est que l'instauration de l'autre en tant que lieu du langage, le psychotique n'y croit pas, le paranoïaque. Mais s'il n'y croit pas, c'est parce qu'il le sait déjà. Donc il y a une précession du savoir sur le croire. On sait. L'enfant, le bébé, il sait déjà. Il sait déjà le lien qu'il a à la parole. Il a quelque chose de cet ordre-là, d'un savoir inscrit, qui est la transposition de ce qu'on appelle chez les animaux l'instinct, et qui est un savoir qui est inscrit directement dans le réel.
l'animal, il sait qui est son prédateur et naturel et si telle nourriture est bonne pour lui, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il y a un savoir déjà dans le réel. Mais pour l'être humain, ce savoir n'est pas lié à l'environnement, il est lié au langage lui-même, au rapport du sujet, en tant qu'humain, au langage. Donc, le psychotique, lui, il ne croit pas puisqu'il sait. Mais comme il ne sait pas qu'il sait, ça c'est la Selbstbewusstsein allemande, du grand moment de la philosophie allemande qui est la Aufklärung, plutôt l'idéalisme allemand, hein, de Kant à Hegel, en passant par Schelling, Schiller, Hölderlin, le poète, etc. Parce que là, tout a été, d'une certaine manière, remis en perspective par la puissance de la langue allemande, sa qualité. Alors, c'est pas parce que la langue allemande a une certaine puissance, notamment d'écoute, d'entente, que le français en serait dénué. D'ailleurs, par exemple, petit aparté, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni a quitté l'Europe, et l'Europe a gardé, comme par hasard, la langue anglaise comme langue officielle. C'est aberrant. Parce qu'auparavant, c'était le français qui était la langue de la diplomatie internationale. Et pas pour rien. La qualité de précision et de nuance contenue dans le français permet justement de faire la différence entre une frontière qui est intangible et une frontière qui est inviolable. C'est pas la même chose. L'intangibilité française est plus précise, plus nuancée et paradoxalement plus radicale que l'inviolabilité anglaise. Donc, nous sommes liés à tous les plans, nous sommes liés à la qualité de la parole. Je reviens donc sur ce psychotique. Lui, il sait ça, donc il ne peut pas y croire. Ce qui veut dire que le croire qui va lui-même se scinder en deux, puisqu'on ne peut pas croire directement quelque chose. On ne peut que croire que je crois. Je ne peux croire que je crois, puisque le croire possède son moment de réflexivité propre, qui veut dire qu'il se détermine lui-même. Donc, quand je dis je crois que je crois. C'est inclus dans le fait de croire. Et donc, il y a une scission immédiate du croire entre la croyance, la crédulité, on va dire, et la foi. D'une certaine manière, entrer dans le monde symbolique, c'est entrer dans la possibilité du croire. C'est sortir de là. Alors, on passe là de la psychose à la névrose, et entre les deux, il y a bien sûr la structure intermédiaire, qui est la structure de la perversion. Pourquoi l'intermédiaire? Elle est marquée par deux moments, qui sont la Verneinung, qu'on va retrouver dans la névrose obsessionnelle, et la Verleugnung. Verneinung, donc la dénégation, on peut dire, hein, c'est la phrase la plus célèbre, c'est le patient de Freud qui lui dit « Qui que soit cette femme dans mon rêve, ce n'est pas ma mère ». Bien sûr, Freud en conclut, il parle de sa mère. Parce que justement, comme nous sommes à ce point liés au signifiant, nous revenons tout le temps sur le plan du signifiant. Donc ce que remarque Freud, c'est que premièrement, il dit ça se passe du côté de la mère, et puis il affuble cette proposition d'un signe moins. Mais l'affubler du signe moins, c'est-à-dire Verneinung, nier la chose, n'enlève pas sa détermination à la chose, parce que c'est sur le plan du signifiant que ça se passe, et pas sur le plan du réel. Et disons que ce qui caractérise la psychanalyse en propre, c'est que c'est le signifiant qui impose sa loi au réel pour le sujet. Donc c'est à partir du signifiant qu'il s'agit de faire remonter les possibilités d'action du sujet. Donc la Verneinung, qui est... vous savez, je vous rappelle que la position, disons,
du pervers, c'est, contrairement à ce qu'on dit ou ce qu'on croit, c'est se faire lui-même l'objet de la jouissance de l'autre. Et on voit que c'est une phase, disons, de cet échange entre la mère et l'enfant, puisque il y a ce désir déjà inscrit chez l'enfant de correspondre à ce que cherche la mère à travers lui. Et donc, le premier moment du fantasme, ce moment du Kevoy, là, c'est pas un sujet, c'est un objet. Que suis-je pour le désir de l'autre? Parce que le sujet, il est vide au départ quand il arrive. Il est vide de toute détermination puisque c'est ce qui le conditionne et caractérise en tant que sujet. Les objets sont bourrés de prédicats. Le sujet, il est vide. Il n'a aucun prédicat. Donc, il se pose d'abord comme objet du désir de l'autre. C'est d'ailleurs la première identification. La deuxième va être, si je ne peux pas être l'objet, donc dans une identification trait à trait avec l'autre, il faut que je me situe dans la place où est cet objet. Ça, c'est la notion de structure. Donc nous avons cette première, disons, c'est là où Lacan, dès les premiers séminaires, il explique que la structure de la perversion, en fait, c'est vouloir maintenir artificiellement une intersubjectivité qui serait réelle. Parce que c'est impossible en vérité. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet, il y a un objet. C'est une erreur de penser que ce soit une norme pour le rapport de trois fonctions qui n'existent l'une à l'autre dans leur exercice que chez l'être qui de ce fait se croit être homme. Ce n'est pas que soit rompu le symbolique, l'imaginaire et le réel qui définit la perversion. C'est que ils sont déjà distincts et qu'il en faut supposer un quatrième qui est le symptôme à l'occasion. Qu'il faut supposer tétradique, ce qui fait le lien borroméen, que perversion veut dire que version vers le Père, et qu'en somme, le Père est un symptôme, ou un symptôme, comme vous le voudrez. Là, il s'agit de revenir sur un des textes les plus intéressants de Nietzsche sur la mort fati, où justement il s'agit d'une inversion de perspective, c'est-à-dire où normalement le sujet est celui qui est considéré comme celui qui agit, puisque dans la grammaire, je touche la table, donc le sujet est celui qui touche l'objet et qui agit sur l'objet. Donc nous apprenons à réfléchir comme ça, comme le sujet étant l'agent et l'objet quelque chose d'inerte, ce sur quoi le sujet agit. Mais du point de vue du signifiant, c'est pas ça du tout, c'est même l'inverse. C'est-à-dire l'objet est ce qui objecte, et on voit l'enfant, il marque une objection là au désir de la mère. Kevoy, ou que suis-je en tant qu'objet pour toi? Tandis que le sujet, lui, est lié à cette parole originelle que le psychotique sait, mais qui ne sait pas qu'il sait, qui est d'être assujetti au signifiant, que le sujet se prend du côté de l'autre, dans la chaîne signifiante. Donc on a cette manière de caractériser la perversion par se faire l'objet, l'instrument de la jouissance de l'autre. Donc ça veut dire se mettre dans une position d'objet, et un objet qui connaît, qui saurait ce qu'il en est de la jouissance de l'autre. Évidemment, c'est marqué par un déni. Et là, il y a deux sortes de déni. Il y a le déni de la Verneinung,
c'est-à-dire non, c'est pas moi, c'est pas ça. Donc en disant c'est pas ça, on dit c'est ça. Hein. Quelqu'un qui se présente en disant je suis pas raciste, vous pouvez en conclure qu'il est raciste, hein, parce que quand on n'est pas raciste, on n'a pas besoin de dire qu'on n'est pas raciste. Hein. Donc ça, c'est le langage lui-même qui possède cette capacité-là de rendre compte du rapport du sujet au réel. Et puis, il y a la Verleugnung. La Verleugnung, c'est donc ce qui va donner un autre trait de la perversion, parce que le pervers va dire, donc, c'est pas moi qui suis castré, c'est l'autre. Mais il n'a pas tort non plus, mais disons que c'est un jeu qui lui permet, en maintenant artificiellement une position d'intersubjectivité, il fait porter la responsabilité de ce qui lui arrive à l'autre. Et la Verleugnung, c'est le fétichisme. Donc il y a un très beau texte de Lacan sur le fétichisme au début du séminaire Les formations de l'inconscient. C'est très bien expliqué. Bon, résumé en quelques mots, c'est la dernière chose, c'est une fixation sur la dernière chose que j'accepte de voir avant d'accepter que la mère n'a pas le phallus. Donc, la chaussure, représentant du phallus, c'est l'objet fétichiste par excellence. Des fois, c'est la robe qui s'arrête au genou, enfin bon. On a en tout cas deux moments comme ça, Verneinung et Verleugnung, qui caractérise, disons, ce passage de la perversion où nous passons tous, parce que nous nous posons tous au départ vouloir être... Alors après, c'est quand on reste coincé à un stade, et là on va revenir sur ce que ça veut dire rester coincé à un stade, parce que évidemment on reste pas coincé à un stade comme ça où on régresserait jusqu'au stade de la semence paternelle, c'est pas ça, ce sont les signifiants, c'est-à-dire que la demande qui caractérise l'être humain par rapport aux animaux, c'est-à-dire que le désir, les besoins, enfin, un animal, c'est un animal de besoins. Nous avons des besoins, c'est-à-dire que si nous ne mangeons pas, si nous n'excrétons pas, si nous ne buvons pas, eh bien, on va pas pouvoir continuer à vivre. Donc, il y a des besoins. Mais ce qui caractérise l'être humain, c'est que ces besoins sont pris, et là, on l'a vu il y a 2 séminaires, par le désir lui-même en tant que désinence du dire. C'est-à-dire que c'est pris dans la chaîne signifiante et c'est pris en compte par la chaîne signifiante. Donc les besoins sont modifiés par le désir. Et c'est le désir qui prend le pas sur le besoin pour l'être humain. C'est ça qui caractérise donc l'espèce humaine. Et donc, comme nous sommes dans cette dimension du désir qui est un dire, parce que je vous rappelle que le désir, c'est pas désir de ceci ou désir de cela, il faut pas confondre le désir avec son objet et encore moins avec sa cause, qui est l'objet petit a, mais ça on en reparlera une fois, parce que sinon je vais rentrer dans une digression qui est un peu longue et complexe, mais en tout cas, le désir, ce qu'il s'agit de retenir, c'est que le désirer le désir, c'est-à-dire rester en tant que désir une possibilité pour le sujet de s'inscrire dans un dire et dans l'évolution de ce dire qui passe par la chaîne signifiante. Puisque ce désir, il est toujours la capacité pour le sujet de rentrer dans la mobilité de la chaîne signifiante et d'évoluer, de faire un progrès sur le plan symbolique, c'est-à-dire de ne pas dire tout simplement les mêmes choses de la même manière à 2 ans ou 3 ans d'intervalle. Là, ça veut dire qu'il y a une régression, c'est-à-dire on retourne. Donc, tout ce qui concerne les stades sont liés aux aspects du signifiant. C'est sur le plan du signifiant que ça se place, c'est-à-dire sur le plan de la parole, et non pas donc sur l'image qu'on peut s'en faire. Ce qui caractérise la chaîne signifiante, c'est d'être tout le temps en mouvement. C'est une chaîne qui tourne tout le temps, puisqu'un signifiant appelle un autre signifiant, qui appelle un autre signifiant, etc. Et donc, quand il y a des fixations, donc, ou ce qu'on appelle une régression ou une fixation, ça concerne les signifiants. Ça concerne le fait de exprimer une demande de la même manière qu'on l'exprimait il y a très très longtemps, quand on était un tout petit enfant. C'est du même ordre que ça. Alors, ça peut apparaître aussi comme des fixations. Et quand il y a des fixations sur des points comme ça de signifiants, il y a évidemment l'émergence d'un symptôme.
C'est pathologique, parce que il s'agit d'entrer dans le progrès de la chaîne signifiante. Il n'y a pas d'autre progrès que symbolique. Donc nous avons ce passage de la psychose à la névrose en passant par la perversion, et dans la perversion, donc, il y a ce moment de vouloir être l'objet. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais, bien sûr, là, on passe maintenant à un autre dédoublement, donc dans évidemment, tout le monde connaît la formule, hein, les névrosés rêvent de la jouissance des pervers. Donc, les névrosés, eux, peuvent avoir des perversions très élaborées et sophistiquées, mais sur le plan de leur rêverie, c'est-à-dire du fantasme du sujet. Ils ne vont pas les mettre en application. Tandis que les pervers les mettent en application. C'est déjà présent chez Platon. Hein. Platon, il dit les gentils se contentent de rêver ce que les méchants font en vérité. Donc vous allez retrouver là l'articulation entre ce qu'on appelle le passage à l'acte et le fait du fantasme. Et aussi, là aussi, il y a une inversion par rapport au discours courant. Ah, tu te contentes d'en rêver, du fantasme, etc., mais tu le fais pas, blablabla, etc. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le fantasme, c'est la matrice du désir en tant que la partie qui donne du plaisir au désir. Et donc, il s'agit de rester dans le fantasme et de ne pas chuter dans la réalisation du fantasme, qui souvent se transforme en cauchemar. Hein. Il y a plusieurs exemples là-dessus, bien sûr. Bon, sur le plan sexuel, bien sûr, avec tout ce qui concerne, disons, le fait de rêver de certaines choses et de les mettre en application dans la réalité, et ça se transforme en cauchemar, parce que justement, sur le plan du fantasme, le sujet est le maître du scénario, ça se passe sur un plan symbolique, tandis que dès que ça se passe dans le réel, ça échappe. Et donc, le maître n'est plus là. Le maître, c'est le réel lui-même, c'est-à-dire l'impossibilité de prévoir ce qui va se passer. Donc, nous avons maintenant la psychose qui ouvre la possibilité de « c'est pas moi, c'est l'autre », donc une ouverture, et puis la névrose, c'est la fermeture, comme le crâne se referme ou le ciel se referme, et donc on a essentiellement une division dans la névrose entre la Zwangsneurosis, la névrose de contrainte, donc l'obsessionnel, et l'hystérique. Et l'hystérique, on l'a déjà vu, donc finalement ce n'est pas considéré comme une névrose, ce n'est plus du tout, en tout cas depuis Lacan, puisque le discours hystérique va être la possibilité pour le sujet, justement de différencier le sujet du signifiant, le sujet de l'inconscient, de sa subjectivité, de son moi, et d'opérer un détachement entre les deux, puisque évidemment le sujet du signifiant, ce n'est pas le moi. Le sujet, à proprement parler, en psychanalyse, lui, il ne parle pas, il est parlé. Et c'est par là qu'il s'appréhende, c'est-à-dire dans la cure, par des effets de signifiant, de la chaîne signifiante, que le psychanalyste est censé entendre pour ramener le sujet dans les possibilités même d'émergence et d'entrer dans l'acheminement vers sa parole. Donc nous avons cette dimension-là de l'hystérie qui va avoir évidemment on l'a vu la dernière fois dans le dernier séminaire, donc l'hystérie va placer un petit autre en position de grand hôte, puisque elle va se nourrir de cette position de revendication. Hein. La question de l'hystérique, c'est que suis-je pour que toi tu me dises, toi le maître, mais que je place en position de maître, mais je le place en position de maître pour pouvoir le dominer. Hein. Évidemment, si j'arrive à le dominer, il ne m'intéresse plus comme maître, donc je vais changer de maître. Mais pour le pervers, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il a mis sa conquête, parce que la plupart des pervers, quand même, sont du côté masculin, et la plupart de leurs victimes du côté féminin. Donc, quand il a mis sa conquête en position d'autres non barrés, phalliques, et que il est lui-même en danger, il va lui enlever tout son phallus, et à partir de là, il va changer. Donc il va la laisser tomber.
Donc de la même manière, l'hystérique aussi va poursuivre jusqu'à ce que justement elle rencontre une possibilité de passer au discours de l'analyste. Et là, ce n'est plus un passage uniquement lévogire ou dextrogire comme on a dans le passage du discours du maître originel au discours de l'hystérique ou au discours universitaire. Là, c'est une forme de saut qui ne peut s'opérer que par le travail analytique, parce que il faut y mettre son corps pour faire ce saut-là, puisqu'on n'est plus dans une approche sphérique des discours avec un intérieur et un extérieur, c'est-à-dire une domination du sens et de la signification, mais là nous sommes dans une prédominance du signifiant et donc du côté du sujet considéré comme bande de Möbius, c'est-à-dire toujours passer d'un côté à l'autre et la possibilité de faire le tour des 4 discours dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend que par l'exercice sur soi-même, dans le vivant. Le soi-même, disons, il est un peu superfétatoire, puisque c'est s'entendre parler et accorder son oreille à son propre larynx, ou vice-versa. Son larynx à son oreille. Il y a une progression des 2 organes, dans le sens où j'apprends à entendre, et apprenant à entendre, j'apprends à parler mieux, c'est-à-dire à entendre presque en temps réel ce que je vais dire, de telle manière que l'effet rétroactif du signifiant peut être toujours modifié, contrôlé en fonction de ce qui se passe dans ce rapport que je peux avoir à la parole. Donc nous avons l'hystérique qui s'identifie donc à l'autre et qui met l'autre donc en position de maître, et à l'inverse donc l'obsessionnel, lui, se définit. Alors, c'est un peu délicat de dire ça, parce que si on le dit de cette manière-là, ça voudrait dire que l'hystérie est première par rapport à la névrose de contrainte. Alors, oui et non. C'est-à-dire, elle peut être une préfiguration contrariée de névrose de contrainte. Si ça se résout, et ça peut se résoudre par la cure, par le fait d'hystériser j'ai du mal à dire l'obsessionnel, parce que, mais en même temps, le contraint, ça marche pas trop. Disons, l'analysant pris dans une névrose de contrainte, c'est-à-dire dominé par le surmoi, des commandements, etc. Parce que ce qui le domine avant tout, donc, c'est le fait que pour l'hystérique, le désir, c'est toujours le désir de l'autre, avec un grand A. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve là-dessus. C'est-à-dire elle ne sait pas comment s'identifier, puisque sa question c'est quand même qui suis-je, hein? Donc on n'est plus dans le que suis-je là, c'est plus l'objet, c'est une difficulté d'identité en tant que sujet. Mais pour ce faire, il y a une identification au désir de l'autre. Donc ça, il y a des exemples très beaux dans Freud et aussi dans Lacan, bien sûr. Mais les exemples dans Freud, je me souviens, il y a je sais plus dans quel texte, mais il raconte que dans un dortoir, par exemple, une fille qui a un moment, un chagrin d'amour, ça se diffuse dans tout le dortoir féminin, c'est-à-dire qu'il y a une identification au désir de l'autre qui est tellement forte que il y a une espèce d'empathie générale de s'identifier au désir de l'autre, hein, parce que vous savez qu'il y a 3 identifications. Il y a l'identification, ça c'est dans Psychologie des foules et Analyse du moi, le livre 8, très intéressant. Donc vous avez l'identification au père qui est première. Bon, le père, on l'a vu, hein, avant qu'il y ait le géniteur, il y a le père en tant que nom du père, comme clé de voûte vraiment de tout le système, qui est ce vide possible, le vide en tant que signifiant lui-même, le signifiant du nom du père, le père mort. Donc, première identification, le nom du père. Deuxième identification, le trait unaire. Et troisième identification, le désir de l'autre. S'identifier au désir de l'autre. Donc, l'hystérique, elle s'identifie au désir de l'autre. Et donc, elle va se trouver dans cette... c'est pour ça que d'ailleurs qu'en analyse, on hystérise l'analysant. Parce que il s'agit justement de la faire sortir, de faire sortir l'analysant
du cercle infernal des représentations, de son tropisme, de sa tendance, qui font que elle reste dans les mêmes mots pour décrire les mêmes situations, coincée dans des chaînes signifiantes. Et si le progrès se fait dans la chaîne signifiante, c'est que il faut imaginer les chaînes signifiantes comme des chaînes logiques. Donc il y a tel signifiant qui appelle tel signifiant, qui appelle tel signifiant, etc. Et il y a des signifiants qui n'ont pas leur place là-dedans. Et un encombrement de signifiants fait qu'il y a une remise en scène sans arrêt des mêmes signifiants, mais qui vont se traduire par des mises en scène différentes dans le monde. Donc il s'agit d'ouvrir ça. Et évidemment, c'est là où le désir de l'analyste doit rester d'une pas faite opacité pour l'analysant, puisqu'il va essayer de se caler sur le désir de l'analyste, mais il n'y a pas accès. L'analyste ne lui donne pas les clés de son désir. Donc, c'est là où il y a une possibilité de sortir et en passant l'épreuve de la destitution subjective, c'est-à-dire de la déliaison du petit a avec le grand A, ce qui donne la possibilité aussi de dénouer radicalement le moi avec le sujet, eh bien, il y a une résolution possible et un passage possible au plan de l'hystérie, cette fois comme discours, et une résolution de la névrose de contrainte. Puisque cette névrose de contrainte, donc j'y reviens, c'est vraiment, par rapport à l'hystérie, c'est vouloir un désir à soi seul. Que le désir concerne, désigne, définisse, détermine le sujet de cette névrose de contrainte sans être celui de l'autre. C'est impossible, puisque la formule est connue, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Avec un grand A, tout simplement parce que le désir passe par le défilé de la parole, et que la parole ne nous appartient pas. On peut en jouir, c'est le terme même de la définition de la jouissance au sens juridique, hein, vous pouvez jouir d'un appartement sans qu'il vous appartienne. Hein. Donc on peut jouir de la parole, mais elle ne nous appartient pas. L'obsessionnel, lui, voudrait un désir qui lui soit propre, c'est-à-dire dégagé de toute appartenance à l'autre. Voilà, il veut jouir du désir, mais sous le mode de l'appartenance, lui. C'est-à-dire qu'il veut pas être juste jouir de ça. Il veut que ça lui appartienne à lui. Or, c'est impossible, puisque les mots se prennent dans l'autre. L'autre, c'est le lieu de la parole, le lieu des signifiants. Donc, l'autre va toujours connoter, colorer, surdéterminer tout ce qui passe par lui, puisque c'est le principe même. Et le principe, c'est que c'est ce qui fait nouage avec le corps. C'est-à-dire que nous sommes responsables de ce désir-là. C'est d'ailleurs pour ça que l'obsessionnel, lui, il va vouloir un désir qui soit qu'à lui. Et donc, il va nier, négativer, éliminer l'autre. Donc, il est encore dans une Verneinung, l'obsessionnel, ou le névrosé de contrainte. Il va refuser à l'autre son désir en disant c'est le mien, c'est pas celui de l'autre. Donc il va nier l'autre. Et comme il ne peut pas le nier radicalement, puisque s'il le niait radicalement, il se nierait lui-même, puisque c'est un être parlant. Donc il va isoler l'autre. Il va déterminer une place de l'autre à laquelle lui n'est pas corrélé directement. Donc, d'une certaine manière, il va rejoindre des côtés psychotiques, entre guillemets, c'est-à-dire l'autre avec un grand A, il va le ramener à un autre avec un petit a, ce qui donne donc annulation du désir de l'autre, avec un grand A. Donc, deuxième, c'est isolation de l'autre, ça veut dire que l'autre n'est plus ce grand A, hein, il est un petit a. Donc il ramène, lui, il rabaisse l'autre avec un grand A à la dimension du petit a. Ça, c'est... aujourd'hui, c'est ça. Hein, quand on dit que la société d'aujourd'hui, c'est si autant de monde a cru au covidiotisme, c'est parce qu'il y a une chute de l'autre avec un grand A.
Il y a une réduction à l'autre avec un petit a, qui est déjà, je dirais, la perversion socialiste, hein, c'est-à-dire de penser que l'homme est la fin ultime sur Terre, etc., et que tout est la faute de l'homme. Hein. Ça, c'est vraiment la bêtise à l'état pur, parce que justement, c'est ne pas faire la différence entre le petit autre, c'est-à-dire le semblable en miroir, et le grand autre en tant que lieu de la parole. Et évidemment, pour ça, l'obsessionnel, lui, ou celui qui atteint de la névrose de contrainte, il va fortifier son moi. Donc il va avoir un moi, comme dit Lacan, comme fortifié à la Vauban. C'est une forteresse qu'il va développer de telle manière qu'il y a une espèce de narcissisme puant, triomphant, qu'on rencontre très souvent avec les gens installés. Et le pire, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, avec des gens qui se réclament de la psychanalyse. C'est aberrant, hein, d'être à ce point emmuré dans un moi. Donc on voit que la phase donc de la psychanalyse, qui est une phase donc de déconstruction du moi, radicale, puisqu'il s'agit d'assumer la position féminine pour les deux sexes, donc de se faire le sujet du signifiant pour pouvoir se mettre au service du discours de l'analyste, c'est-à-dire se faire la dupe du discours analytique. Ben là, quand il n'y a pas ça, il n'y a pas d'analyste, alors que les types sont confis dans leur fortification vaubanesque de leur moi, hein. Et là, on le voit, c'est une névrose de contrainte qui se satisfait en tant que telle de névrose de contrainte. Et donc, la difficulté, bien sûr, de faire sortir l'analysant de cette jouissance ruineuse, c'est de l'hystériser assez pour qu'il accepte de se perdre et de reconsidérer l'autre, cette fois, comme le lieu de la parole et non plus embouti uniquement dans le petit a. Et alors là, il y a un passage clinique très intéressant que Lacan reprend chez Maurice Bouvet avec un cas de névrose obsessionnelle féminin, ce qui est assez rare. Ben, disons, c'est assez rare. Non, c'est pas si rare que ça, mais disons, on a l'habitude de caractériser les femmes du côté hystérique et les hommes du côté des obsessionnels. Mais là, avec ce cas très intéressant de névrose obsessionnelle, donc névrose de contrainte chez une femme, avec cette envie de pénis, le pénis night, et je vous rappelle que le pénis night est l'envers du complexe de castration, et que ces choses-là fonctionnent tout le temps. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les pseudo-psychanalystes qui s'inscrivent dans cette espèce de délire des gender studies n'ont rien à voir avec la psychanalyse. C'est-à-dire Lacan ou Freud n'ont jamais quitté ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand Lacan lit le cas, il inverse, parce que lui, il sait quel est le rapport entre le pouvoir et le vouloir, et ça a quelque chose à voir effectivement avec un passage, hein, le passage qui s'opère dans la cure entre, disons, la manière d'hystériser l'analysant, le fait passer du côté de l'obsession vers une possibilité de résolution de cette obsession, donc une hystérisation du discours. Une hystérisation qui passe par le discours. Donc, Bouvet, lui, en conclut que dans un premier temps, elle ne veut pas parler et ensuite elle ne peut pas parler, et Lacan, lui, inverse cette proposition. Il dit, mais non. Enfin, il dit pas, mais non, mais il en conclut que dans un premier temps, en fait, elle ne peut pas parler, et dans un deuxième temps, elle ne veut pas parler. Parce que, effectivement, elle ne peut pas parler puisque l'autre, avec un petit a, qui a pris toute la place, est devenu, en tant que représentant du semblable, donc le moi, il ne peut pas lui parler puisque c'est son adversaire. C'est-à-dire l'obsédé est dans une volonté d'éradiquer donc le désir de l'autre. Donc il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas lui parler, c'est impossible de lui parler, puisqu'il nourrirait, il irait à l'inverse de ce qu'il compte faire, c'est-à-dire anéantir le désir de l'autre. Mais ensuite, quand la cure fait son effet, donc il se retrouve avec un grand autre qui apparaît, qu'il le reconnaisse ou pas, mais il perçoit la présence de l'autre. Et là, en fait,
le névrosé, en l'occurrence la femme, elle ne veut pas parler parce que elle sait cette fois qu'il y a l'autre et elle ne veut pas parler avec l'autre avec un grand A. Le champ ouvert par l'homme et par la femme, dans ce qu'on pourrait appeler au sens biblique leur connaissance l'un de l'autre, ne se recoupent qu'en ceci, que la zone où il pourrait effectivement se recouvrir, où leur désir les porte pour s'atteindre, se qualifie par le manque de ce qui serait leur médium. Le phallus, c'est ce qui, pour chacun, quand il est atteint, justement l'aliène de l'autre, de l'homme, dans son désir, de la toute-puissance phallus. La femme peut être naturellement le symbole, c'est justement en tant qu'elle n'est plus la femme. Et quant à la femme, il est bien clair, par tout ce que nous avons découvert, ce que nous avons appelé pénis naïve, qu'elle ne peut prendre le phallus que pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire soit petit a, l'objet, soit son trop petit fils à elle, qui nous lui donne une jouissance approchée de ce qu'elle imagine de la jouissance de l'autre, qu'elle peut sans doute partager par une sorte de fantasme mental, mais qu'à aberrer sur sa propre jouissance. En d'autres termes, elle ne peut jouir de fille que parce qu'il n'est pas à sa place, à la place de sa jouissance, où sa jouissance peut se réaliser. Lacan, jusqu'au bout, le discours analytique, c'est le discours analytique. C'est-à-dire, il s'agit justement, même dans les noms du père, de se mettre au service du discours analytique et comment faire pour s'y mettre au mieux au service de ce discours. Donc ça n'a rien à voir avec le discours capitaliste, bien sûr. Parce que là, je l'avais souligné déjà, mais là, Mellman a fait une erreur catastrophique qui a été reprise, j'en ai déjà parlé, par tout le monde, là, tous les pseudo-intellectuels qui parlent de psychanalyse, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire la position de l'analyse de se mettre en position d'objet petit a, à n'en faire que le semblant, c'est justement la seule possibilité de stimuler une intersubjectivité qui ne soit pas perverse, parce que le psychanalyste n'en jouit pas. C'est-à-dire que c'est une éthique, la psychanalyse. Donc il est interdit de jouir de ça. Au contraire, il s'agit d'amener l'autre à sa position de sujet et de se retirer. C'est un mouvement de retrait. Et comme les analysants payent le séance, ils ne doivent plus rien à l'analyste une fois qu'ils sont sortis de là. Donc là, quand il fait de mettre l'objet comme l'objet électronique en position, en disant que finalement le discours de l'analyste correspond au discours capitaliste, etc., c'est une erreur, mais grossière, manifeste, qui montre qu'il y a un vice à l'origine même de la conception de la psychanalyse. Parce que la conception de la psychanalyse telle qu'on la trouve chez Freud et chez Lacan, ça n'a rien à voir avec de l'intellect comme ça. C'est pas du discours universitaire. Le savoir dont il est question là, le savoir du psychanalyste, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le savoir originel, c'est-à-dire celui dont je parle quand je dis que le psychotisme sait, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à passer au stade du croire. Il faut perdre ce savoir-là et le retrouver par cet enjeu du croire qui permet de mettre en scène la possibilité du sujet. La résolution, si ce n'est d'une analyse, mais c'est aussi quand même assez proche, puisque la résolution d'une névrose obsessionnelle, en tout cas, c'est que le sujet humain, pour autant qu'il doit s'assumer comme humain et non pas seulement comme un animal, c'est-à-dire avec des besoins, l'humain doit assumer son désir génital et doit réaliser, comme signifiant essentiel de son désir, la fonction du signifiant phallus. Voilà pourquoi le nom du père est la voûte de l'édifice de résolution de l'Oedipe, que Lacan n'a jamais abandonné, jamais laissé tomber, contrairement à ce que veulent laisser croire les pseudo-psychanalystes actuels qui se réclament de son enseignement.